Bonjour tout le monde. Je vous préviens deux choses. Je parle vite. Mon prof de diction a fait un burn-out, alors qui fait que je parle vite maintenant encore. Alors, pas le choix, mais l'avantage dit beaucoup de choses en 25 minutes. Alors, pour ceux qui veulent prendre des notes, tout le document, tout ce que je vais dire va être disponible aussi en plus du PowerPoint, va être disponible aussi tout ce que je vais dire, parce que je prends pour acquis que vous savez lire, alors je ne lirai pas totalement le PowerPoint, mais je vais mettre plutôt des commentaires à ce sujet-là. Alors, je suis rendu là. Puis, je dois vous avouer que technologie aussi, je ne suis pas très bon. Alors, qui fait possiblement que je vais reculer, avancer. Alors, je ne suis pas... Voyez-vous, ça commence déjà bien. Aidez-moi. OK. Dans le projet Espace, j'ai un graphiste qui aime beaucoup la couleur. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de photos. Je suis obligé de le chicaner pour dire les textes, ce serait le fun qu'ils soient un peu plus gros. Alors, quand même, vous allez voir qu'au cours de la présentation. Alors, la QLM, l'Association québécoise du loisir municipal, alors c'est une association qui existe depuis 10 ans, mais elle existe depuis plusieurs autres années parce que ça a été une fusion entre les directeurs de loisirs et les travailleurs en loisirs municipaux, alors d'une longue histoire. Ça, c'est plus de 300 villes à travers le Québec, 3000 travailleurs en loisirs, des techniciens, des professionnels qui œuvrent dans différents milieu rural, milieu Montréal, Québec ou Sept-Îles ou Nouvelle en Gaspésie. On a des gens un peu partout. On est représentés dans les 19 régions du Québec. Alors, on a travaillé sur un projet espace, sur un projet suite à une initiative de la Ville de Lévis qui a amorcé un virage au niveau de ses parcs, de l'aménagement de ses parcs. Et suite à ça, nous, on s'était impliqué la QLM un peu dans le dossier et on s'est dit, c'est un projet qui est le fun, qui est vraiment novateur au niveau de l'aménagement, d'une vision globale et non pas d'une vision seulement d'un parc, mais d'une vision globale d'une ville ou d'un quartier. Alors, qui fait que suite à ce projet de Lévis, on a réuni une vingtaine de personnes qui étaient de différents milieux, qui nous ont donné de dire, effectivement, on a des problèmes dans l'aménagement des parcs, comme travailleurs en loisirs. Souvent, on n'est pas bien outillés, même si on a un bac, même si on a une technique, on n'est pas très outillés dans ce domaine-là. On fait face à des travaux publics, à des aires d'urbanisme, à d'autres contraintes financières. Alors, on s'est dit, on va embarquer dans le projet et de là, le projet Espace. Le premier constat qu'on a fait, les enfants ne bougent pas, je ne passe pas très longtemps là-dessus, je pense que c'est une vérité, les enfants bougent pas suffisamment, ne font pas assez d'activité physique. Alors, je pense que c'est des messages qu'on entend souvent, Québec en forme, le gouvernement du Québec et même le gouvernement du Québec va faire une politique sur le loisir actif, alors qui fait qu'il s'en vient pour le mois de novembre. Alors, qui fait qu'on s'est dit, effectivement, on peut peut-être travailler sur un loisir actif aussi. Deuxième constat, on est arrivé en disant que les besoins spécifiques des enfants ne sont pas toujours répondus dans les aires de jeu. Puis quand je parle d'espace, je ne parle pas seulement de parcs et de modules, là, je parle de tout ce qui est bande cyclable, tout ce qui est sentier, tout ce qui peut être où on peut jouer et ne rien faire. Alors, les parcs et les aires de jeu sont souvent pas plus ou moins invitants. Alors, on parlait tout à l'heure des pneus avec des chaînes. Effectivement, il y a différents modèles. Je pense que je fais le tour du Québec, vous allez voir qu'il y a différents modèles de parcs là-dessus. Les modules sont de mauvais état, non sécuritaires, voire même désuets à l'occasion pour certains endroits. L'accessibilité est réduite. Petit exemple, à Lévis, il y a un beau parc d'aménagé, mais l'urbanisme, il y a une piste cyclable qui passe à 500 mètres, mais il n'y a pas de lien qui a été pensé entre la piste cyclable et le parc, parce que c'était deux choses différentes. Il aménageait un parc, puis la piste cyclable, c'était d'autres choses. Alors, ils se sont dit, non, ce serait le fun qu'on puisse aménager un lien entre la piste cyclable et le parc. Alors, voyez-vous, c'est un petit détail entre l'urbanisme et le travail public où le loisir va penser là-dessus. Alors, l'expertise transversale, effectivement, je vois qu'il y en a qui me font oui, c'est effectivement l'expertise transversale dans les travaux publics, l'urbanisme, l'administration générale et les loisirs sont souvent on travaille en silo. Alors, on s'est aperçu là-dessus, à ce niveau, c'était souvent là-dessus. L'espace et les parcs, souvent, c'est l'été. On parlait tout à l'heure d'hiver, mais effectivement, des parcs et des espaces verts peuvent être des endroits très, très agréables à profiter là-dessus. Alors, on s'est dit, ce serait le fun aussi de parler de l'hiver. La concertation scolaire municipale, malheureusement, dans un quartier, dans une unité de voisinage, on n'est pas complémentaires. Souvent, on va faire les mêmes jeux ou les mêmes modules dans un aire de jeu scolaire et un aire de jeu municipal. Ce serait le fun qu'il y ait une concertation scolaire municipale aussi. L'encadrement des parents, nous, on appelle ça l'obsession de la sécurité. Vous savez que maintenant que les parents, puis Sylvie Mesbert est toujours en disant que les enfants doivent tomber pour apprendre que ça fait mal à tomber. Actuellement, les parents, c'est sûr que les parents, on les surprotège, nos enfants. Alors, je pense que ça aussi, c'était une chose, on doit travailler beaucoup sur l'obsession de la sécurité aussi. Et effectivement, les équipements, les installations, souvent ne répondent pas aux besoins psychomoteurs de l'enfant. Le développement psychomoteur de l'enfant, souvent les équipements ne sont pas
adaptées à l'âge. On va se retrouver avec des modules qui sont pour les 10 ans, des aires de jeu pour les 6 ans. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut regarder là-dessus. J'en ai fait plus long pour vous autres, parce que je disais pour les architectes paysagistes, je pense que c'était important de voir le constat que nous, on a fait. On en parlera tout à l'heure dans l'échange, mais je pense que c'est important de comprendre que ça, c'était le premier constat en disant on a un problème là. Au niveau de notre vision, jeu libre et actif, jeu libre et actif, jeu libre et actif. Je le répète 3 fois parce que libre, on ne veut pas se organiser, là. On ne veut pas avoir des animateurs, on ne veut pas que ce soit le samedi matin de 9h à 10h. On voudrait que les enfants puissent aller au parc de façon libre et puissent imaginer des choses dans leur tête, comme on a fait, nous, dans notre époque. C'est très difficile à penser ça aujourd'hui, de penser que les jeunes vont être pouvoir libres et actifs. Alors, on espère là-dessus. Alors, on va être aussi plus proactif au niveau des gestionnaires. Je pense que les gestionnaires n'ont pas seulement, il faut réfléchir à une planification stratégique, il faut être vraiment évaluation des besoins qui peuvent être différents par quartier. Je pense qu'on ne peut pas installer les mêmes parcs, on peut faire le même aménagement dans un quartier puis dans un autre. Il faut avoir une projection en fonction de la démographie, du type d'habitation, du type d'accessibilité. Alors, je pense qu'il faut avoir une vision qui est une vision plus large au niveau du travail en loisirs sur l'aménagement des parcs et des espaces verts dans une ville. Au niveau de la gestion, vous savez qu'on inaugure un parc, on coupe le ruban. Philippe, est-ce que vous avez déjà vu dans un programme de loisirs qui vous invitait à tel parc en disant qu'il y avait tel jeu? Jamais. On fait un parc, c'est un espace vert et libre. Jamais qu'on en fait la promotion et l'animation. L'animation, c'est des produits de mettre un animateur. Mais d'en faire des gestes qui vont amener les gens à ce parc-là, je pense que c'est important là-dessus. Et les citoyens et les parents, je pense qu'il faut impliquer les citoyens et les parents dans la démarche de planification. Je pense que c'est super important, le choix des équipements, le choix de l'aménagement là-dessus, je pense que c'est très, très important là-dessus. Effectivement, les citoyens, on me fait dans une ville, la Couronne-Nord, on me disait qu'il y a des voisins qui se sont plaints que les enfants criaient dans les jeux d'eau. On se dit, mais là, on a un petit problème, là. C'était pas à 10 h le soir, c'était à 3 h l'après-midi, là. Alors, nos objectifs, contribuer à rendre, là je suis rendu où là, à rendre les jeunes plus actifs. Je pense que c'est aussi, je pense que je ne peux pas difficile à convaincre que les jeunes qui vont dans un parc, qui vont développer leurs imaginaires, qui vont développer leur développement psychomoteur de l'enfant, je pense que ça va être des jeunes qui vont prendre un plaisir à jouer. Alors, je pense que c'est important de pouvoir avoir des jeunes qui vont leur offrir des environnements accessibles et sécuritaires. C'est sûr que la sécurité, nous, on a dit effectivement, c'est très, très important. On est associé avec l'IXAV. Alors, il faut que les équipements soient sécuritaires, mais aussi accessibles là-dessus. Alors, le jeu libre et actif, le jeu libre et actif et le jeu libre et actif. Alors, on le répète parce qu'on s'est dit, il faudra le dire, on va être correct là-dessus. On veut aussi améliorer, mais là je veux dire de façon générale, l'expertise des équipes municipales. Lévis a assis les travaux publics, l'urbanisme, les loisirs, l'école bleue, et il a dit tout le monde. Il a dit, on fait quoi dans l'aménagement d'un parc? On fait ça 2 jours de temps. C'était un investissement. Mais je pense qu'ils sont arrivés à dire, tout le monde, le col bleu comprend bien la job qu'il a à faire au niveau de la sécurité. Quand il fait le tour de l'équipement, il comprend qu'il doit ramasser les choses. Alors, il a compris, il y a une implication, parce que c'est aussi un père de famille ou une mère de famille qui a compris que l'importance d'avoir des parcs sécuritaires, c'est ça, à ce niveau-là aussi. Alors, on est rendu là sur des jeunes plus actifs avec l'expertise des équipes municipales, je parle tout à l'heure de transversale, je pense que c'était super important là-dessus. Là, je suis rendu mêlé, ça va bien. La population cible, les enfants, jeunes familles de tous les milieux, mais on parle aussi des milieux défavorisés. C'est sûr qu'on vise aussi les milieux défavorisés. C'est là souvent qu'on n'a pas de grandes cours. Quand on est dans le multifamilial, les quartiers multifamiliaux, les HLM, on n'a pas beaucoup de cours arrière, alors c'est l'important des milieux défavorisés, ça là-dessus. Et aussi, on va travailler beaucoup avec les petites municipalités. Malgré le fait qu'il y ait 1200 municipalités au Québec, on a juste, la QLM, on a 300, mais on se préoccupe des 900 autres qui ne sont pas, souvent, pas de service de loisirs. C'est le président de la commission des loisirs, du comité des loisirs, qui est en même temps le monsieur ou la madame conseiller municipal, qui ont de la difficulté. Souvent, ils investissent, ils n'ont souvent pas d'outils. Alors, nous, on veut, la QLM ne veut pas réserver ce projet-là seulement à ses membres, mais l'ouvrir à tout le monde pour que ce soit accessible et modulable aussi. On vise tout le Québec, on vise les URLS, on vise tout le monde. Je pense que c'est l'important, c'est de sensibiliser à l'important là-dessus. Alors, on ne veut pas rester seulement dans les grands milieux là-dessus. Il me reste combien de temps, là?
pas 5 minutes encore, mais 10 minutes, je suis correct. Voyez-vous, ça a l'avantage de parler vite. Madame, vous comprenez tout à l'heure ma présentation. Alors, ce qu'on va faire, la stratégie, je pense que ça vous intéresse plus, hein, que ce qu'on va faire. C'est bien beau, là, le discours, parce qu'on a vous avez tout compris ça. Alors, un cadre conceptuel de planification, il y a 2 choses qu'on va faire au niveau du concept. C'est développer un concept d'unité de voisinage. L'unité de voisinage, c'est un mot qui existe, c'est le terme provisoire qu'on a utilisé actuellement, mais une unité de voisinage, nous, on dit qu'un rayon d'1 kilomètre autour d'un parc, c'est pas une donnée qui est très fiable. Il y a des contraintes, autant une autoroute, un boulevard, un chemin de fer, une rivière, une montagne, une butte. Ça peut être aussi rendre inaccessible un espace. Alors, nous, on s'est dit, dans une ville, il peut y avoir 25, 30, 40 unités de voisinage. Et après ça, cette unité de voisinage-là, il s'agit de faire l'inventaire par la suite. Suite à des besoins psychomoteurs de l'enfant, qu'est-ce qu'il y a dans cette unité de voisinage-là? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce que la cour d'école est accessible le soir? Est-ce qu'il y a un CPE? C'est quoi les réseaux cyclables? Est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce que les données sociodémographiques de cette unité de voisinage-là est important aussi. On veut savoir qu'est-ce qui se passe là-dessus, dans ce niveau-là, pour comprendre. Alors, c'est ça, l'unité de voisinage. On veut vraiment développer un outil que les travailleurs en loisirs, que le monde municipal va pouvoir utiliser en concertation avec le milieu scolaire pour dire c'est quoi mon portrait de la situation, c'est quoi l'unité de voisinage là-dessus. On veut développer aussi des outils pour dire que un développement psychomoteur de l'enfant de 6 ans, c'est quels sont ses besoins, puis quels sont ses besoins en termes de jeu, en termes de matériel. Mais aussi, on veut développer une ligne, parce que pour les fabricants, puis je voyais des gens tout à l'heure d'une compagnie de fabrication de jeux, de vente, il y a des modules, mais il y a aussi d'autres choses. Il existe aussi un ballon, il existe des sentiers sur l'asphalte, il existe des choses de façon différente, puis si on veut des petits milieux qui peuvent être différents pour répondre. Et pour arriver à la suite, quand tu as fait ce unité de voisinage-là, puis tes besoins, on dit qu'est-ce qui manque dans mon unité de voisinage, qui fait que ça va influencer ton parc, ton aménagement de parc, et ça va aussi te permettre de planifier à long terme. Lévis, maintenant, font des modules qui sont déménageables. Parce qu'on dit notre quartier vieillit. Alors, le même module qui est là, parce qu'on a des 5, 6, 7 ans, dans 10 ans, dans 7 ans, il ne sera plus. Alors, ils vont pouvoir les promener un peu partout. Alors, ça, je pense que c'est un concept intéressant pour dire, effectivement, il faut réfléchir à actuellement et au futur aussi. Besoin des jeunes. Alors, c'est pour ça qu'on veut développer des concepts en disant, on veut, parce que je pense que ça, c'est très technique, très psychomoteur de l'enfant, mais je pense qu'il faut arriver à dire aux gens, c'est quoi? Un enfant de 6 ans a besoin de quoi? Un enfant de 10 ans a besoin de quoi? Puis un enfant de 15 ans a besoin peut-être d'un tuyau pour pouvoir se cacher dedans. On fait toujours la farce sur des policiers qui, maintenant, ne veulent plus avoir de but dans un parc, ne veulent plus avoir que les arbres soient émondés à 5 pieds parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur char pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le parc. Désolé, mais ce serait le fun qui sorte. Pour l'exercice physique, ce serait bon aussi, mais ce serait plate qu'on les arrête d'aménager des parcs en fonction des besoins des policiers qui disent que c'est... Et c'est normal que des jeunes de 15-16 ans se tiennent dans un tuyau puis niaisent ensemble, parce que 16 ans, il faut niaiser. Et s'ils ne niaisent pas dans le parc, ils vont le niaiser ailleurs. Alors, on s'est dit, il faut, à un moment donné, il va falloir... Puis ça, vous donnez un travail de sensibilisation qu'on a à faire auprès des élus, auprès de nos confrères policiers, auprès de nos confrères de travaux publics. Il faut leur dire qu'un parc, une clôture, c'est effectivement pas très beau, mais une clôture, c'est très sécuritaire pour des parents. Alors, la clôture, il est différent des clôtures froisses, mais il y a d'autres clôtures aussi qu'on peut aménager. Nous, on dit qu'une clôture, c'est important autour d'un module de jeu parce que les parents, si on veut de l'obsession de la sécurité, ça vient sécuriser les parents. Mais il y en a d'autres qui disent, ah, bien, une clôture, c'est pas très beau dans un parc. Oui, effectivement, mais il faut voir comment l'équilibre entre les deux et le choix qu'on peut faire de clôture. Mais on dit c'est des choses comme ça qu'il faut amener aux gens pour leur dire, écoutez, quand vous aménagez un parc, il faut faire des choses là-dessus. Là, je suis rendu où? Ah, ma stratégie. On veut sensibiliser et accompagner. C'est pour ça que je vous dis, on a une campagne, on a prévu à travers notre campagne, notre projet Espace, une campagne de sensibilisation déjà à l'UMQ, déjà à la FQM. On est ici aujourd'hui, on a été à Québec en forme, on veut sensibiliser les gens à l'importance du jeu libre, à l'importance des parcs, des espaces verts dans une ville. Je pense qu'on a oublié les arénas, les piscines, oui, c'est bien agréable, mais il y a une zone de créativité de l'enfant qui passe par le parc, qui passe par les jeux, puis qui passe par les balançoires. Puis on me disait, moi j'étais au Dakar en disant, les balançoires, il faut enlever ça. Puis Sylvie me disait, Luc, non, les balançoires, c'est super important pour le développement psychologique de l'enfant, puis c'est aussi un côté important pour les jeunes de 10-12 ans qui vont juste se balancer, mais ils vont s'échanger. Socialement, c'est super important. Ah, tu as bien raison. Alors, on s'est dit là-dedans, il y a des choses qu'il faut véhiculer, il faut sensibiliser et accompagner les équipes municipales.
et mettre au point des outils de sensibilisation, de formation. On veut former à les 19 régions. On veut s'assurer que toutes les régions du Québec soient formées. On veut avoir des outils qui vont être modulables, flexibles, qui vont s'adapter autant à un village de 350 de population qu'à une ville. Vous savez que les villes de Montréal, il y a des équipes spécialisées à Québec et à Montréal. C'est peut-être pas à Québec et à Montréal qu'on a besoin, mais je pense qu'on a des villes de 25 000, 30 000 qui ont souvent pas de service d'urbanisme. Je pense que c'est avec eux qu'on a travaillé, aussi avec les petits milieux là-dessus. J'ai sorti mes têtes là-dessus. Oh, non. Je peux reculer, hein? Ah, OK. Alors, l'outil de formation, d'animation, d'accompagnement des équipes municipales et des communautés. Je pense qu'effectivement, l'équipement scolaire, on veut travailler avec les CPE, on veut travailler avec les municipalités. On a à convaincre les élus qu'un parc, c'est aussi important qu'un aréna, c'est aussi important qu'une piscine. Je pense que là-dessus, je parlais qu'il y a quelqu'un, un responsable d'espace vert dans le Couronne-Nord qui me disait que chaque fois qu'il aménage un parc, son budget à lui d'entretien est augmenté en fonction du mètre carré. Alors déjà là, la Ville a pris une initiative. Quand on aménage un parc, parce qu'il faut aussi prévoir l'animation puis l'entretien. Bien, vous aménager un beau parc à 500 000 ou 1 million, et après, il faut que l'argent soit là pour pouvoir l'entretenir, qu'il soit sécuritaire. S'il n'y a personne qui passe pour refaire le sol à chaque semaine, si quelqu'un ne passe pas, il faut ramasser les poubelles, quelqu'un ne ramasse pas, je pense qu'on est là-dedans aussi. Et aussi, on a à convaincre les parents. Là, actuellement, on travaille avec la Fédération des comités de parents d'école. On va travailler avec eux pour l'obsession de la sécurité. Et aussi, il faut aménager les parcs aussi en fonction qu'il y ait des bancs. Il faut des zones dont on parle de chaleur extrême. Je pense qu'aussi, il faut penser aux parents pour leur rendre des endroits agréables. Un autre exemple, un parc, pas de stationnement. Mais c'est pas vrai que tous les enfants vont venir en carrosse, les parents vont venir en carrosse. Il va y avoir des gens qui vont venir en auto aussi encore. Alors, on est là-dedans. Alors, c'est un projet actuellement qu'on espère lancer à la mi-juin. On est à la recherche de financement. Alors, si vous avez quelques dollars, ça va nous faire plaisir. C'est un projet d'1 million de dollars. On est en train de finaliser le financement. Je pensais vous annoncer des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais ça va aller peut-être dans une semaine ou deux encore. Mais on devrait lancer le 15 juin. Et on avait discuté avec Marie-Claude de l'Association des architectes paysagistes et membres. On a un comité aviseur. Alors, on a invité votre association à siéger au comité aviseur parce qu'on vous trouve très important d'être partie prenante de cette démarche-là qui va durer 3 ans. Il y a une première partie théorique qui va ser la première année de développement des outils. Deuxième année, on aura 8 à 10 projets pilotes dans 8 ou 10 villes différentes, milieux différents, défavorisés, rural, urbains. Et la troisième phase, ça va être vraiment la phase de la diffusion, où là, on va faire la formation et vraiment la sensibilisation, présence massive à l'UMQ, présence à les directeurs généraux. On veut vraiment, je vous dis, rendre le jeu libre et actif, jeu libre et actif, jeu libre et actif. Alors, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Toupin. Plaisir. Moi, je suis ravi de votre présentation parce qu'on sent vraiment qu'il y a un maillage. Il y a beaucoup de gens qui viennent du milieu des loisirs, qui vont justement faire le saut, souvent en gestion des espaces publics. Je pense que votre message est assez fort parce que c'est important aussi de penser à... Libre et actif. Hein? Libre et actif. Libre et actif. Donc, c'est un message libre et actif. Puis, on vous invite aussi, juste vous dire que le congrès de votre association va avoir lieu au mois d'octobre. On peut s'inscrire. Et aussi dire, moi, je suis allée fureter sur leur site Internet tout à l'heure, puis il y a beaucoup d'offres d'emploi, parce que je vois beaucoup de gens de la relève. Puis M. Toupin m'a confirmé qu'il y a des offres d'emploi aussi qui s'adressent à des gens qui ont une formation d'architecte paysagiste. Donc, peut-être pour lancer, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? On parle... Moi, il y a quelque chose qui m'a fait réagir. Il y a une blâme derrière. Oui. Bien, merci beaucoup. Moi, j'ai peut-être plus un commentaire pour avoir élevé ma famille, beaucoup dans les parcs et bon. Félicitations. Merci. Pour avoir été beaucoup dans les parcs avec mes enfants, je trouve que c'est vraiment un espace qui est orienté, puis vous l'avez dit, vers la fin. Puis peut-être qu'en tout cas, on pourrait élaborer un peu plus là-dessus, mais c'est vraiment fait pour les enfants. Puis je pense que de plus en plus, avec cette obsession-là de la sécurité, les parents voudraient accompagner les enfants au parc. Si le parent ne peut pas ou ne veut pas y aller, l'enfant, souvent, il ne va pas. Donc, moi, je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus à faire, à dire et à penser là-dessus. Moi, je trouve que dans mes expériences personnelles, c'était aussi des endroits où vraiment on pouvait voisiner, rencontrer des gens, voisiner, mais rendre vraiment l'espace beaucoup plus intriguant pour les adultes. Parce que si l'adulte il va amener son enfant, je pense peut-être que les gens ils ont aussi un intérêt pour l'horticulture, pour les plantes, puis vraiment aller chercher la clientèle adulte, vraiment
les intéresser, vraiment les engager davantage dans le parc avec leurs enfants. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'activités puis de choses qui se passent en famille de plus en plus. Les gens ils ont moins de temps en famille. Donc, comment on peut amener toute la famille au parc, pas seulement les enfants? Fait que c'est... Non, effectivement, vous avez raison, parce qu'on se dit, les parents, des bancs, installer des bancs à des zones d'ombre, dans une distance correcte. Il faut juste que le parent puisse avoir une distance correcte pour pouvoir porter assistance aux besoins. Il ne faut pas non plus que ce soit trop proche. Il y a vraiment tout nous en train de réfléchir là-dessus dans un aménagement, parce qu'il faut surveiller vraiment parents. Parce qu'effectivement, vous avez raison, l'obsession de la sécurité fait que les parents vont au parc maintenant avec les enfants. Alors, il faut vraiment penser à une zone, à des zones où les parents vont pouvoir librement bien avoir que ce soit une activité agréable pour eux aussi. Là. Ils sont toujours debout, ils sont toujours dans le petit banc. Je pense que l'idée, c'est de faire famille. On pense famille. Je pense que c'est vraiment important de réfléchir à ça. Qu'il y ait d'autres jeux. Est-ce que l'Internet, est-ce qu'on est rendu là-dessus? Et là, on se disait même, est-ce qu'il y a des codes barres qu'on peut mettre sur les jeux pour dire c'est quoi ce jeu-là? Il sert à quoi dans le développement psychomoteur de l'enfant? Ça, il faut aussi informer les parents là-dedans aussi. Ça, je pense que c'est une préoccupation majeure du projet, là. L'obsession de la sécurité des parents, puis de rendre conviviale l'activité dans un parc. Moi, j'aurais peut-être un commentaire sur le côté... toujours le danger, c'est qu'avec la notion de sécurité, avec la notion d'aménagement, avec ces notions de contrôler, normer, on arrive à une sorte de modèle parc. C'est comme la station d'essence standard, mais on a le parc standard. Et actuellement, on parle de beaucoup de choses, mais il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est que l'enfant, il va découvrir, il va être curieux, il va marcher, il va aller vers le parc s'il y a de la découverte. Et la découverte, ce n'est pas des équipements, c'est une certaine poésie de l'endroit. C'est de trouver des abeilles, des papillons, des choses comme ça. Et actuellement, nos parcs sont propres. Et les villes veulent des parcs propres. Les travaux publics veulent des parcs propres. Alors, vous avez dit libre, actif et poétique. Si on pouvait rajouter le troisième... Créatif. Et créatif. Et je pense que dans cette notion-là, elle me paraît importante parce que les enfants sont stérilisés et ils ne vivent que dans un monde virtuel. Si on leur envoie plus de codes barres et tout ça, c'est peut-être intéressant, mais ça ne les amène pas dans apprécier, d'en vivre avec. Et je dirais à la limite, actuellement, on sait que dans les parcs, on ne peut pas faire de trous. On ne verrait pas des enfants arriver avec une pelle, se mettre au plein centre de la pelouse puis creuser. Bien, ça fait partie, ça me fait penser, c'est comme devenu délinquant de poser des gestes, de ramasser des verres, faire des trous et apporter de l'eau. Et donc, c'est le jeu sale, tu sais, dans le parc. Marie-Claude, même les carrés de sable doivent enlever. Elle dit, c'est les carrés, c'est pour les chats. Mais non, mais un carré de sable, c'est super important pour les enfants. Là. Mais l'entretien, c'est plate, l'entretien. Mais oui, c'est plate qu'il va y avoir des chats qui vont aller dedans, mais il faut à l'occasion le nettoyer. Mais là, les villes sont rendues à exclure les carrés de sable parce que c'est effectivement, il y a un travail à faire de surveillance et d'entretien. Mais un carré de sable, c'est super important, effectivement, pour creuser, pour s'amuser. Mais là, on est rendu à normer, en disant, c'est trop d'entretien, ça va coûter cher. Il faut avoir aussi les moyens de ces gestes. Pour dire, si on investit dans un parc, il faut aussi pouvoir avoir les moyens de l'entretenir aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas trop aseptiser nos parcs, là. Moi, je me rappelle, j'avais des échardes quand j'étais jeune, puis c'était bien correct. Maintenant, il n'y a plus moyen de s'en faire avec. Donc, mais je veux quand même poursuivre sur une mission qui est commune, qui est partagée entre la APQ puis votre association. Quand vous avez dit qu'il y avait 1200 municipalités au Québec, et aussi qu'en fait, il y en a 900 d'entre elles qui n'ont même pas de service de loisirs. C'est un peu le même combat pour la reconnaissance de la profession d'architecte paysagiste au Québec. Donc, vous avez aussi des combats communs que vous pourrez certainement mener ensemble dans les prochaines années aussi. Mais c'est important de sensibiliser le milieu municipal à l'importance de la profession. Parce que juste ce que la Lévis a fait comme initiative, ils viennent d'engager un architecte paysagiste pour le service des loisirs. Et spécifiquement au service des loisirs pour l'aménagement des parcs. Alors, c'est une grande première. Lévis, quand même, une ville de 100 000, mais d'avoir un architecte paysagiste relié au parc, non pas à l'urbanisme, non pas aux travaux publics, mais seulement il va relier directement du loisir. C'est une grande étape pour la planification des parcs. Puis aussi, tranquillement puis sûrement, on va finir par toutes les avoir, là, les municipalités. Là. Mais je voudrais aussi dire que vous avez peut-être piqué au vif certains fournisseurs, fabricants. Ils ne sont pas nécessairement dans la salle parce qu'ils préparent leur salon. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas trop de damage control. Par contre, juste vous inviter demain entre 11h45 et 15h45. Ça va être dans la pièce à côté. Vous êtes des concepteurs. Il y a des gens aussi qui vous épaulent. C'est tout
une industrie aussi, puis c'est important d'améliorer les échanges avec vos fabricants, les fournisseurs, toujours pour qu'il y ait ce continuum d'idées. Puis il y a aussi des gens qui sont dans les bois qui sont plus au niveau des normes. Donc, on voit qu'on a une amélioration constante de nos pratiques à faire pour tous les représentants de l'industrie. Je vous cède la parole. Monsieur Toupin, j'aurais une autre réaction à un commentaire que vous avez fait. Vous disiez que ce serait important aussi que dans certains parcs, il y ait d'espace pour le stationnement. À partir du moment où ce sont des parcs de quartier qui devraient desservir 1 kilomètre de distance, il faut penser aussi que si on veut arriver à des modèles de libre et actif, ça commence aussi par les parents, ça commence aussi dans nos politiques de développement durable où on veut axer sur ça. Et je pense que ça serait intéressant que l'Association des loisirs prenne position par rapport à ça, que je peux comprendre que quand il y a des terrains sportifs à grand déploiement, oui, on doit avoir de stationnement, mais dans des parcs de quartier, moi, je ne le vois pas. Non, effectivement, juste des espaces, surtout pour l'aménagement, pour quelques espaces de stationnement pour les travaux publics ou les camions. Souvent, et souvent, juste l'exemple puis ça, c'est peut-être dans les petites villes, les trottoirs sont faits en sable, fait qu'il fait que tu arrives avec une poussette. C'est vraiment inaccessible. Là. Les gens disent, ben voyons, comment vous avez pensé? Alors, c'est ça, des choses comme ça. C'est sûr que le stationnement, ou dans la rue, soit possible de stationner, peut-être pas obligé de stationnement, mais c'est juste de réfléchir à est-ce que ce qu'on veut faire comme terrain, il ne faut pas être si dangereux pour l'accessibilité aussi. Là. Je pense qu'il faut juste la cohabitation entre l'automobile et le vélo et la poussette soit correcte aussi. Là. C'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être juste la rue, peut-être des no parking non plus dans la rue, il faut peut-être juste avoir accessible aussi. Et le covoisinage, moi je prends l'exemple de Lévis, je trouve ça le fun que Lévis clôture, quand ils ont un terrain, il y a un parc, ils clôturent tout de suite pour empêcher les voisins de commencer, même s'il y avait aménagé le parc dans 5 ans, tout de suite, ils clôturent le parc pour pas que les voisins commencent à occuper le terrain, dire, on va mettre mon cabanon sur le terrain de la ville. Alors, quand il arrive 5 ans après, c'est un droit acquis. Alors, ça, je pense que c'est des exemples comme ça qui sont importants à diffuser là-dessus. Voilà.